Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, on voit comment créer un composant de type layout pour regrouper le template principal de notre application. On fera une petite introduction à l'architecture module, container, vue que nous allons exploiter dans toutes les nouvelles pages. Ensuite, on commencera à travailler sur notre landing page en intégrant le composant HeroTop. Enfin, on attaquera le composant featurette de la page d'accueil et on en profitera pour réviser la gestion dynamique des données. Ok, donc notre application, c'est ça. On a les sources dans page. On va retrouver les deux pages design system et index. Donc on va ouvrir les deux. On va regarder un petit peu. Ici, on peut fermer ça. Ça prend de la place. Donc on voit ici qu'on a intégré navigation à la volée, comme ça. On voit qu'on l'a intégré à ce niveau-là. Ici, par exemple, typiquement, on voit qu'on a intégré footer, mais pas là. Donc du coup, on a des petits problèmes sur notre application, où finalement, on a créé un footer, mais il ne s'est pas propagé sur tout le template de notre application. Et c'est justement ce qu'on va faire maintenant. Donc là, c'est vraiment ultra rapide. On va aller dans UI, on va aller dans Components, et ici, dans les composants, en fait, on va tout simplement faire un dossier qui va s'appeler Layout. Alors, Layout, c'est très intéressant à faire, parce que tu pourras en faire plusieurs. Je vais d'abord te présenter la fonctionnalité, puis ensuite je te parlerai de ce qu'on peut faire avec. Ici, on va donc créer un layout.tsx, typiquement. D'accord? Donc layout.tsx, ça sera très simple en fait. Ok, donc ici, on exporte notre constante, on va appeler layout. Ça sera égal à des propriétés qu'on passera. Alors, à partir de là, on va return du coup un nœud. Et on aura des informations à l'intérieur. Alors, du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'en fait, plutôt que d'importer navigation et footer, en fait, tu vois, un petit peu de cette manière-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encapsuler, en fait, le contenu d'une page dans un composant qui s'appelle layout. Donc ça veut dire que le composant layout va avoir besoin en fait d'un child run, et le child run, ça sera les éléments en fait du contenu du site. De cette manière, à chaque fois que tu vas appeler layout, à chaque fois tu vas générer au minimum une navigation et un footer, d'accord, tout simplement. Donc ici dans layout, on va du coup avoir une interface qui nous propose d'utiliser un child run. Donc ici interface props. Et donc ici, une propriété qui s'appellera childRun. Donc qui sera. Alors, childRun par contre, c'est pas. Je crois que je l'ai encore jamais dit. Mais childRun, c'est pas du tout une propriété que je définis moi-même comme étant comme s'appelant childRun. Hein. ChildRun, ça provient de React Node, hein, d'accord? Donc c'est vraiment. Enfin, ça provient de React si tu préfères. C'est vraiment quelque chose qui appartient à la structure. Le fait de l'appeler childRun fait qu'on fait référence à ça. D'accord, tu pourrais pas, si tu veux, remplacer ce nom par un nom que toi tu préfères, d'accord? Childrun, c'est quelque chose qui existe. Hein. Donc tu peux d'ailleurs te documenter sur Childrun. Sur Google, tu vas vite avoir des informations là-dessus. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas. Donc ici, on récupère Childrun de cette manière-là. Et Childrun, en fait, on va l'impliquer directement dans le corps de notre document. Et du coup, comme Childrun, en fait, si tu préfères, ça sera le contenu de notre page. Mais du coup, ce qu'on peut faire ici, c'est invoquer navigation, ici. Donc notre composant de navigation, ici. Et puis par exemple, on va invoquer footer. D'accord? Ok, donc il faut l'importer par contre. Tac. Une fois que tu as ça, tu as quelque chose qui tourne déjà. Donc on va venir à ce niveau-là. Et plutôt que de invoquer navigation et footer ici, on va plutôt invoquer layout. Layout que tu vas mettre comme ça, puisqu'il attend un child run de manière là ici obligatoire pour le coup. Et donc par exemple, tu peux mettre un texte Hello World. Donc on a supprimé la notion de navigation et de footer, on l'a supprimé également ici. On a juste notre composant SEO parce que ça c'est le header de notre page, d'accord? Donc ça n'a rien à faire si tu préfères dans le layout. Le composant SEO, c'est très bien de le garder dans page. D'ailleurs, on va voir dans l'application que ici on peut faire du SSR, etc. Donc à ce niveau-là, on va le laisser ici parce que c'est la page, vraiment la page unique d'accueil. Hein. Enfin, la page d'accueil, non, c'est la porte d'entrée après de notre composant, enfin de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Et tu vas voir qu'on va y imbriquer d'une manière un peu spécifique dans des modules, etc. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'origine même de la page. Elle commence ici. Après, tu as le layout et après, tu as le container. Et après, à l'intérieur, on aura des modules, des trucs comme ça. Mais donc voilà, tout se passe à partir d'ici. Donc c'est bien de conserver cette structure si tu préfères. Donc ici, on a ça. Ensuite, on a notre design system.
on va faire exactement la même chose. Donc plutôt que d'afficher en fait notre navigation ici, on va plutôt invoquer layout, et plutôt que d'avoir hello world, évidemment, tu l'as compris, on va plutôt avoir du coup le corps de notre document, c'est-à-dire le container pour nous ici qui comporte en fait tout le corps de la page à la volée. Et je te rappelle que c'est pas le genre de truc qu'on fera dans l'application, hein. Je te rappelle vraiment que ça, on le fait parce que c'est une page qui n'existera même pas à la fin en fait. C'est juste pour présenter la structure du design system. Donc ici on s'embête pas avec ça. D'accord, donc on a un layout, on a viré tout ça. Du coup on a mis ça dans un layout et du coup on a la possibilité maintenant d'avoir le layout, voilà, qui nous permet d'avoir ça, ce résultat-là. Donc quand on invoque layout, on invoque forcément le header, forcément le footer, et plus c'est affinité, on pourra avoir plus de choses, d'accord? Ici par exemple, le seul contenu qu'on va avoir, c'est en child run, c'est là. Donc le child run, en fait, c'est le contenu de ta page, hein, d'accord? Ok? Alors pourquoi faire des choses comme ça? Bah déjà parce que ça t'évite d'avoir à importer les choses à chaque fois, t'importes une seule chose et donc le travail est fait, mais en plus de ça, c'est intéressant par exemple d'avoir plusieurs layouts dans les applications. Tu vas avoir un layout plutôt ici de type vitrine, tu vois, mais tu peux avoir un layout de type plutôt application, dans lequel tu vas avoir genre l'interface de l'application, tu vois, un layout qui est différent, avec un menu plutôt sur la gauche, un truc un peu plus app, et donc forcément tu peux avoir des layouts différents, bah comme ça te permet simplement de switcher d'un layout à l'autre. Tu pourrais par exemple aussi dire, si l'utilisateur est connecté, tu vois dans ton code, ici, si dans layout par exemple, tu pourrais dire, ben, si l'utilisateur est connecté, t'affiches ça et ça, s'il n'est pas connecté, t'affiches ça et ça, s'il est sur l'application, tu fais ci, tu fais ça, tu pourras avoir plusieurs layouts, tu pourrais faire plusieurs choses, d'accord? Donc un layout, il faut le voir un petit peu comme un template, c'est un élément sympa qu'on peut mettre en forme comme ça rapidement. Ok, donc comme on va travailler donc sur la page d'accueil, à partir de maintenant, on va commencer à intégrer chacun des blocs ici pour designer notre page d'accueil. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, si tu veux, à introduire un petit peu la notion de container et de vue, en tout cas de module, quoi. Donc ici, je vais simplement fermer à ce niveau-là. Layout, on n'en a plus besoin pour l'instant. On verra qu'on pourra lui passer des props si on en a besoin par la suite. Pour l'instant, on va se rendre ici. Ici, on va fermer. Bam. Hop, pardon. Et ici, on va rentrer dans les modules. Alors, du coup, les modules, on l'a pas encore vu, et donc on va commencer à le voir un petit peu. Là, pour l'instant, ça va pas avoir, si tu veux, un impact fondamental. Tu risques peut-être même de pas forcément comprendre vraiment pourquoi on fait ça. Tu vas peut-être même te dire que c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu trop. Mais tu verras par la suite, quand on va rentrer dans les détails, quand il y aura de la logique, de la vraie logique dans l'application, là tu vas te rendre que ça simplifie énormément la tâche et que surtout ça simplifie pour toi aussi le travail de recherche quand tu veux travailler sur une logique, etc. Donc l'idée, comme je te l'avais expliqué, c'est d'isoler la vue de la logique. Donc si ton composant il fait quelque chose en particulier, typiquement, par exemple, si tu as une page d'accueil qui à l'intérieur traite un formulaire, il va falloir que tu puisses avoir le traitement du formulaire dans une page qui est dédiée à ça, et plutôt la vue du formulaire dans une page qui va être dédiée à juste l'affichage du formulaire. D'accord? Et donc, nous, on va travailler à ce niveau-là. Donc, comme on va travailler sur la landing page, on va créer donc dans nos modules un élément, un dossier, qui va s'appeler landing page. D'accord? Pour nous, c'est la page d'accueil. On aurait pu l'appeler home page, hein, si tu veux. Landing page, ok? Ça sera notre page d'accueil. Ici, dans les modules, de toute façon, à la racine, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on retrouvera l'entièreté des pages. Donc, si tu as une page produit, tu auras un dossier produit, etc., etc. Les modules, ça va être, vont être compris en fonction de toutes les pages. Dans notre élément landing page, ici, on va encore une fois créer un dossier qui va s'appeler component. Ça sera en gros les composants qui seront propres à la page landing page. Donc typiquement, tu vois ici, je reviens sur ma maquette, ici on va avoir un composant, ça sera un hero top, on aura un composant par exemple ici featured, etc., etc. Chaque élément que je te montre ici sera un composant à part entière. D'accord? Chacun de ces éléments-là sera intégré dans ce fameux dossier components, puisque c'est des éléments qui ne seront pas nécessairement réutilisés ailleurs dans le projet. D'accord? Donc on va travailler comme ça, on aura donc ça, et à l'intérieur de composants, on va commencer à créer en fait un document qui va s'appeler landing page. Donc ici, ça sera un container, d'accord? Donc on va utiliser la syntaxe landing page pour faire référence à la landing page, et on va utiliser la syntaxe container, ici, .container, et donc on va finir par .tsx.
Donc en fait, si tu veux, cette syntaxe nous permet de comprendre qu'ici on travaille sur la landing page et que c'est le container de la landing page. En gros, le container, c'est celui qui va avoir la logique. C'est ici que tu vas travailler sur ta logique. Ensuite, à l'intérieur, on va faire un autre document qu'on va appeler également landing page.view.tsx. Donc là, ici, ça sera la vue de notre application. D'accord? Donc quand tu vas devoir travailler sur la logique, tu travailleras sur container, ça tu verras par la suite. Pour l'instant, on n'en a pas, donc on va rien faire. Mais ensuite, quand tu vas avoir besoin de traiter sur de l'affichage, là, dans ce cas-là, tu travailleras sur la vue. Ça te permet d'isoler la logique de ta vue. Donc déjà, ça fait des documents qui sont moins coûteux, qui sont moins lourds à lire, mais en plus de ça, ça permet de s'y retrouver quand tu veux travailler. C'est-à-dire que si tu veux travailler sur la logique, bah, tu rentres dans container et tu n'as que la logique. Si tu veux travailler sur la vue parce que tu as un défaut esthétique ou tu veux faire apparaître des nouvelles choses, bah là tu vas travailler sur ta vue. Donc déjà ça te permet de te repérer toi dans l'espace, mais en plus de ça, c'est quand même une bonne pratique si tu veux de séparer les deux environnements parce qu'ils ont vraiment peu de... Ils sont pas en relation si tu préfères, d'accord? La logique c'est la logique, la vue c'est la vue. Donc au niveau de notre composant landing page container, en fait on va simplement créer une fonction toute bête ici. On va tout simplement exporter ça. On va définir que c'est une constante landing page container. Voilà. Donc là, on fera rien de plus que ça. Hein. Ici, en fait, on crée juste la page container. Cette page container, en fait, elle va retourner la vue, justement. La vue qui est là. Donc avant de continuer ici, on va se rendre là. Matsako, on va peut-être faire ça. Ce sera plus simple, on gagnera 2 minutes. Voilà, ici c'est landing page view à ce niveau-là. Et elle va return par exemple quelque chose, hein, tu vois, elle peut return ça. Hello world. D'accord? Donc à ce niveau-là, ici, on va return donc le composant landing view, landing page view. Donc ça nous l'a importé à ce niveau-là. Comme composant GSX, son type de retour string n'est pas un... Ouais, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Je dois bien l'admettre. Donc on va faire comme ça. On va faire un nœud vide pour l'instant. Enfin un nœud vide, un nœud. Pour que ce soit compris en GSX, comme ça on n'aura pas de problème. Ok, donc ici, on est vraiment sur un truc, tu te dis, bah attends, ça sert à quoi de faire ci, de faire ça, etc. Tu verras par la suite, sur la landing page, on n'aura pas forcément beaucoup de logique, mais dans des pages de l'application, tu vas comprendre qu'il y a un bon processus qui va se mettre en place. Et évidemment, la bonne pratique, c'est que tous nos dossiers soient structurés de la même façon, d'accord? Tu vas pas structurer ça différemment parce qu'il n'y a pas nécessairement de logique, tu vois, c'est pas une bonne pratique de faire ça parce que du coup, le jour où il y a une logique, ben on est emmerdé parce qu'il faut tout refaire. Enfin, faut tout refaire, faut refactoriser ton architecture de ton dossier landing page parce qu'il y a une logique qui vient d'arriver et ça, t'es pas capable de le définir, d'accord? Donc, on garde toujours la même logique et puis tu verras par la suite comment ça fonctionne. Ok? Voilà, ben, on est prêt, on est dans la landing view, on est dans la landing page view, on a notre composant, notre dossier pardon de composants. Alors, je me rends compte par contre que je me suis gouré. Ça, faut juste le mettre ici. Tac, puisqu'en fait on a un dossier composant, pardon, excuse-moi, on a un dossier composant et on a l'élément container, l'élément de vue. Donc ça y est, on est prêt, on va pouvoir coder, donc ici on peut fermer ça, ici l'index, ah oui bah si, du coup l'index, bien sûr, l'index ici, on va justement, hop, au niveau du layout, et ben on va importer justement landing page container, donc le container, qui lui-même importe la vue. Hein, d'accord, t'as compris, c'est comme ça qu'on travaille. Ici, on invoque landing page container. Landing page container, il invoque la vue. Et la vue, elle va lister l'ensemble des composants qu'on va mettre, composants qui vont être travaillés et stockés dans component. Donc ici, on va faire le hero top. Donc on va commencer par créer un dossier, un document à ce niveau-là. Et puis ensuite, on va évoluer en fonction du nombre de composants qu'on a besoin de designer. Ok, et ben écoute, on va commencer directement par créer donc ce premier composant. Donc ici, on a notre composant HeroTop, on va travailler dessus. Donc l'idée, ça va être de faire un premier bloc sur la gauche, d'accord? Donc on aura un premier nœud à gauche, un premier nœud sur la droite, un deuxième nœud sur la droite, pardon. Et puis à l'intérieur de ce nœud, on va se retrouver avec donc deux composants de typographie et des composants de boutons. Allez, c'est parti. Donc ici, dans nos composants, comme je te l'ai dit, on va créer donc un dossier HeroTop dans lequel on va retrouver au moins un élément Hero Top
qui sera une vue, hein, d'accord, qui n'a pas nécessairement de logique, mais qui pourrait en avoir par la suite. On crée notre composant. Donc on va l'appeler HeroTop. Ici, View. On aura notre élément de return dans lequel on va pouvoir travailler. Donc ici, on n'a pas nécessairement d'interface de TypeScript, on n'aura pas nécessairement de propriété à l'intérieur. Donc ici, on va déjà commencer par invoquer notre container. C'est vraiment ce qu'on va faire finalement tout au long de l'utilisation maintenant des composants, quand on en a besoin. On aura certainement une classe à définir. Ici, on va l'importer, ce container. Voilà, ça va nous permettre de travailler dans un élément qui sera contenu. À l'intérieur, donc, je l'ai dit, on va retrouver un premier nœud. Donc, on aura une première div. Et puis ici, on aura un autre élément qui sera plutôt l'image. Donc, l'image, on va aller la récupérer dès maintenant. Donc, au niveau de la maquette, tu te rends sur la maquette ici. Tu peux sélectionner ce que tu as besoin au niveau de la dimension, etc. Faire un preview, ça je te l'ai déjà montré. Donc ici, on va sélectionner SVG, on va exporter l'illustration. Voilà. On va se rendre ici dans notre projet, front-end. On va retrouver l'élément public. Dans Assets, on va retrouver soit les images, soit les SVG. On va plutôt le mettre à ce niveau-là. Ici, on va l'appeler Rocket. Oups. Ça sera rocket.svg. Donc au niveau de notre projet, on va importer l'image. Donc on a vu comment on utilisait le composant de NextImage à ce niveau-là. Donc on aura un élément, d'ailleurs je vais la fermer dès maintenant. On aura ici un élément source, donc qui sera le chemin de l'image. Donc ici on va la récupérer dans nos assets au niveau des SVG puisqu'on l'a mis dans les SVG. On va récupérer rocket.svg. À ce niveau-là, on va avoir aussi une balise alt qui est obligatoire. On va mettre illustration d'une fusée, par exemple. On va mettre l'évolution du level, par exemple, des développeurs. On peut mettre front-end. Bon, l'idée, c'est de dire, d'écrire l'image comme si on s'adressait à quelqu'un qui est non-voyant. C'est presque même le cas. Et puis en plus de ça, on fait du SEO, on met des mots-clés, etc. Donc ensuite, on a la dimension Weave, la dimension Height. Donc ça, c'est des informations que tu récupères directement à travers la maquette. Ici, ça te permet d'avoir les valeurs de ton image. Donc ici, on est sur du 811 par 596 globalement. D'accord. 811 et hop, ici on va se mettre à 596 par exemple. Et puis cet élément-là, on va le mettre ensuite avec une classe. On ira chercher justement une classe absolue pour se mettre, disons, en absolu par rapport à notre container. Donc on verra ça par la suite. Pour l'instant, on va juste ajouter notre classe. Alors, maintenant, ce composant de HeroTopView, on va justement le lister un petit peu dans notre landing page. Donc du coup, on va se rendre plutôt dans le landing page view. Au lieu d'injecter ici Hello World, on va tout simplement remplacer ça par notre composant. Donc ici, on va avoir HeroTopView, qu'on va retrouver à ce niveau-là. Et puis on mettra comme ça, en fait, chacun de nos modules, chacun de nos composants, on les mettra les uns après les autres, de manière à ce qu'on structure en fait la page comme ça. C'est-à-dire qu'on aura le module HeroTop, on aura le module FeaturedView, ici on aura l'élément Coders, Monkey, Slack, etc. Et on les appellera de cette manière et à chaque fois on fera un composant pour chacun de ces éléments-là. D'accord, qu'on appellera nous en fait des composants, mais qui sont en fait finalement des modules. C'est la raison pour laquelle ici on est dans les modules. Donc maintenant on peut voir un petit peu le résultat qu'on a. Donc ici on a simplement importé notre image. Donc ici on a un deuxième nœud, mais on l'a pas encore travaillé. Mais donc l'idée ça va être justement d'avoir un nœud global, de pouvoir mettre cette image là un petit peu plus sur la droite et travailler sur notre élément ici. Donc bon, là ici il n'y a vraiment rien de très fastidieux, ça va être assez rapide. On va commencer du coup. Pour faire ça, on va commencer à se mettre ici en relative, puisqu'on va travailler finalement sur le nœud de container ici. Le nœud de container, on va lui mettre un léger padding sur le haut par rapport à la maquette.
Ici, on va lui mettre aussi un petit padding sur le bas, histoire de pouvoir avoir de la marge en haut et de la marge en bas sur tout l'élément container. D'accord? Et puis ensuite, donc cette fameuse image, ici, on va la mettre en absolute. On va voir comment ça se passe déjà. On va la mettre en top 0 par rapport à sa taille. On peut la mettre à droite, donc on va se mettre en right 0. Et on peut la mettre en index 0, puisqu'ici on va avoir du texte dans cet élément-là. Et si l'élément est trop grand, on préférait qu'il passe sur l'image, parce qu'en fait, si tu veux l'image ici, tu vois, on voit qu'elle vient à ce niveau-là, mais elle ne doit pas recouvrir, si tu veux, le texte à aucun moment, si on réduit la page, etc. Il faut que ce texte-là, si tu veux, soit sur cette image. D'ailleurs, on le voit à ce niveau-là. On verrait plus le « et » si on travaillait pas sur nos index. Donc l'index, c'est quelque chose que tu dois connaître, je pense. Ici, c'est simplement une proportion sur l'axe des Z, donc dans la profondeur de ton écran. Ici, tu as deux éléments, donc soit tu as un élément dessus, soit un élément dessous. Tu peux gérer ça avec tes index. Donc on va juste faire ça, on va sauvegarder et regarder ce qui se passe. Donc effectivement, on a bien notre image qui passe en haut, on a bien l'image qui va sur la droite, et on l'a de manière absolue. C'est-à-dire qu'ici, elle vient recouvrir un petit peu le footer. Donc pour éviter ça, en fait, notre container, il est là, il est matérialisé ici, hein, à ce niveau-là, notre composant container. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander en fait un overflow hidden. L'overflow hidden va dire tout ce qui déborde doit être caché. Donc tout ce qui déborde de container doit être caché. De cette manière, on se retrouve avec cet élément-là. Et finalement, qu'est-ce qui va faire la taille de notre composant? Ça va être en fait ce qu'on va injecter à l'intérieur. Donc nous, on a mis un petit peu de marge sur le haut, on a mis un petit peu de marge sur le bas, de manière finalement à avoir ce qu'on a ici, sinon on n'aurait rien du tout. C'est le padding et le padding top et le padding bottom qui nous permettent d'avoir un petit peu d'espace. Mais en mettant de l'information ici dans ce nœud-là, va faire que du coup on va prendre plus d'espace et donc on va dévoiler un petit peu plus en fait notre image, hein, tout simplement. Donc au niveau du nœud ici, je vais invoquer typographie. Typographie, notre composant, qui va avoir une variante de type H1. Là ici, je te laisse regarder la maquette en développant pour que tu commences à travailler un petit peu comme moi. Donc ici, le composant qu'on va utiliser, ça sera effectivement un H1, puisque ça va être le titre global, hein, de notre application, donc important de le respecter. Et puis ici, on va simplement lui donner en fait une notion de classe dans laquelle on va pouvoir justement lui évoquer qu'on voudrait, si tu préfères, que l'élément de cette typographie-là ne soit pas trop large. C'est-à-dire qu'il ne prenne pas toute la largeur disponible. On voudrait qu'il soit, donc ici, sur une classe de weight LG, en LG. De cette manière, en fait, on aura un texte qui va pouvoir, comme ça, si tu veux, correspondre à ce qu'on a ici. Sinon, on aurait rejoint les singes codeurs sur une ligne, en fait. Le fait de couper, tu vois, ici, d'avoir, en fait, une dimension au niveau de ce texte, tu vois, ici, voilà. Là, je t'ai montré un petit peu vite, mais si je reprends, ici, tu as le composant dans sa globalité, mais si tu prends l'élément de texte, donc tu vois qu'ici, le composant s'arrête là, ici, cet élément de texte, il s'arrête pas ici. Parce que s'il s'arrêtait ici, à ce niveau-là, bam, tu vois, tu as ton texte ici qui sauterait de ligne. Et ça, je trouve ça, par exemple, typiquement moins esthétique que d'avoir ça. Donc, je préfère travailler sur cette largeur-là. Là, c'est vraiment un choix esthétique, hein, purement. Donc, à ce niveau-là, on va avoir, c'est vrai que j'ai oublié de le copier, on va avoir notre titre qu'on va pouvoir introduire à ce niveau-là. Donc, pour faire ça, on va demander ici à notre div, hop, je me suis pas mis en classe. Ici, on va demander à notre div d'être en weightful, donc de prendre toute la largeur disponible, ce qui est contradictoire avec ce que je viens de te dire, mais tu vas voir tout de suite qu'ici, on va lui dire par contre, tu as une max width, donc tu ne peux pas être plus grand, d'accord? Tu ne peux pas être plus grand que 2XL. Donc ça, c'est des classes de Tailwind CSS. Okay, d'ailleurs, on le voit ici, ça correspond à 672 pixels. Donc tu peux t'aider de la maquette pour faire ce genre de choses. Et puis ici, on va simplement demander un space Y, tu vois, par exemple 5, pour que tous ces éléments qui soient... attends, j'ai juste fait une erreur. Pour que tous les éléments qui soient compris dans ce nœud-là, donc la typographie, mais aussi les autres, donc il y aura une autre typographie des boutons, tout cela soit espacé avec une marge qui est calculée depuis cette classe-là ici. D'accord ? De cette manière, tu corresponds un peu plus à ce qu'on attend ici au niveau de la maquette. D'accord ? Donc, on continue. On va rentrer dans le code. Ici, on a un autre élément de typographie. Donc, on va prendre ça pour gagner un petit peu du temps. Donc ici, ça sera plus une variante de type body LG. Donc ici, on est plus sur un paragraphe. Au niveau du composant,
on a la possibilité de faire un petit peu ce qu'on veut. Nous, on va partir sur un paragraphe. On va lui demander de définir le nœud comme étant un paragraphe. Au niveau du thème, ici, par contre, on ne veut pas quelque chose de noir. On veut quelque chose d'un peu plus gris. Donc, on va utiliser le thème gray. Et puis, du coup, ici, on va plutôt partir sur un MaxWidth XL. Parce qu'en fait, en réalité, on se rend compte que le paragraphe dans notre maquette est légèrement plus grand, tu vois. Il va plus loin que le texte qu'il y a ici. Donc, tu vois, ça correspond à peu près à 666 pixels. Donc, à toi de faire correspondre un petit peu les classes de Tailwind ici pour que ça fasse ce que tu as besoin. Donc, ici, on va mettre notre élément de paragraphe. Alors, ici, on va mettre nos éléments de boutons. Donc, comme on a deux boutons qui seront alignés côte à côte, on va déjà mettre ça dans un nœud pour justement invoquer tout ce qui va être des espaces, des paddings ou des choses comme ça. Donc ici, on fait référence à un composant button qu'on a déjà utilisé. Donc ici, on va avoir une base URL, typiquement, on ne sait pas encore ce que ça va être, on le laisse en stand-by. Et donc on va avoir un bouton qui s'appellera commencer. Donc ici on n'a pas besoin de personnaliser, si tu veux, l'esthétique de notre bouton, parce qu'ici on est sur un bouton primary. Ici on est sur un bouton primaire, donc basique, donc on utilise vraiment le composant button tel qu'il est défini. Et puis ici on va plutôt avoir quelque chose qui va avoir une variante plutôt secondary, je vais me mettre là. Ici on va avoir une variante secondary et le texte en savoir plus. Donc au niveau des URL, ça je te dis, on va regarder un petit peu ce qu'on fait avec pour l'instant, puisqu'on n'a pas vraiment de page dans notre application. Voilà, ça nous permet d'avoir ça. Par contre, il va falloir qu'on ait justement un petit peu de marge entre les deux boutons, donc c'est ce que je te disais. J'ai prévu ici de mettre ça dans un nœud. Donc ici, on peut simplement faire un space, mais cette fois-ci non sur l'axe des Y comme on l'a fait ici, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur, mais plutôt dans le sens des X, dans le sens de la largeur. Donc ici, on va invoquer un space X de 5 pour coller à peu près à la maquette, et on va simplement demander un petit padding de 2,5 pour être un petit peu plus précis par rapport à l'espacement qui est défini. D'accord ? Donc tu vois que c'est ultra simple de mettre en forme ce type de composant ici grâce à notre design system. C'est quelque chose qui arrive vraiment qui arrive à se faire vraiment rapidement. Donc ici c'est vrai que bon, je prends un petit peu les informations de la maquette qui sont redistribuées, mais finalement on n'a fait que de la mise en page encore une fois. Donc là, on a déjà un composant de Hero Top. Donc ce que je te propose, c'est tout de suite de passer au composant ici, qui va nous permettre en fait de mettre en avant, si tu veux, les points importants de l'application. À noter qu'ici, on est sur un container qui va devoir absolument comprendre d'abord un background gris, pour qu'on ait ensuite l'information du composant qui soit, lui, par contre, intégré dans un container. D'accord ? De manière à pouvoir avoir un fond qui prend toute la largeur disponible, et un contenu qui lui est imbriqué dans un container, avec à chaque fois encore, donc un élément, tu vois, div sur la gauche, un élément div sur la droite, ici des grilles qui va nous permettre de faire une boucle sur des données pour avoir ces quatre informations-là, et ici, plutôt un élément sur le haut, tu vois, et un élément dispatché sur le bas, en fonction de la taille que prend ce composant-là, d'accord ? Donc nous, on va travailler sur cette structure tout de suite. Allez, go, c'est parti, donc toujours dans les composants, on va se faire... Tac, tac, tac. Attends, alors là, par contre, j'aurais voulu faire autrement. Ah non, il est déjà dans un... je me fais toujours avoir à cause de ça, en fait. C'est toujours un peu chiant. Donc là, je vais le faire tout de suite. C'est quand tu as un seul fichier, c'est embêtant. Donc featured, ici, on va faire... juste featured, on va l'appeler featured. Et voilà, maintenant qu'on a deux dossiers, tu vois qu'ici, c'est plus simple de comprendre qu'on a une hiérarchie comme ça. Donc j'ai souvent l'habitude de recréer les choses dans le premier, tu vois. C'est toujours un peu gênant. Donc on va se mettre dans featured, voilà, comme ça, c'est parfait. Ici, featured, on va l'appeler view, hein, pour refaire toujours la même chose. Donc notre composant featured view ici, il va prendre la même chose qu'ici. Donc on va juste copier ça. Hop. On va faire comme ça. Ici on va l'appeler featured. Donc notre élément de featured view, lui il va avoir justement, je pense qu'on va lui faire un tableau de données pour essayer de dynamiser les choses plutôt que d'avoir à copier 4 fois à chaque élément, tu vois, c'est
je te parle de ça. Ici, plutôt que de copier à chaque fois les éléments, on va faire un tableau de données et boucler sur ça. Donc on va reproduire un seul élément et on bouclera pour autant qu'on en a de données pour reprendre finalement ce qu'on a fait à ce niveau-là, d'accord? C'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait ici, ça va même être assez simple à mettre en place, mais c'est juste pour avoir un petit code un peu plus propre, et puis encore une fois, la possibilité d'avoir par exemple ce type de données et qui soit redistribué depuis la base de données. De cette manière, tu peux boucler sur les informations qui sont traitées ici à ce niveau-là, quoi. C'est toujours plus propre de le faire dans ce sens. Alors ici, on va commencer par avoir un nœud. Donc ici, on va avoir une classe, on va définir une classe pour l'instant. Voilà. À l'intérieur de cette classe, donc on va tout de suite lui demander, nous, un background gray, puisqu'on a vu qu'ici, il nous fallait un background gray de 300. Alors du coup, ça va être un petit peu délicat. Je vois que j'ai 400, je vais peut-être mettre un peu moins. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu la valeur que ça peut prendre. Non, c'est plutôt 96, pas 92. On va le matérialiser comme ça. On va faire comme ça. Landing page container, on n'en a plus besoin. L'index, on n'en a plus besoin. On va juste travailler à ce niveau-là. Donc on va importer featured, comme ça on aura un résultat pour avoir un petit peu la couleur du gris. On va voir si vraiment ça paraît un peu trop tranché ou non. Donc on l'a là. Effectivement, ça paraît trop tranché par rapport à ce qu'on a là. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait un petit... un désaccord en fait de nuances entre le navigateur de Figma et l'application de Figma. C'est-à-dire qu'avec le même écran, j'ai pas le même résultat de couleur sur l'application. Donc ici, je suis sur l'application plutôt que sur le navigateur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais corriger parce qu'ici, tu vois, on a un gris qui est légèrement clair, tu vois, qui se démarque quand même du blanc, mais pas trop. Ici, je trouve que c'est beaucoup trop tranché. Donc je vais juste corriger ça. En fait, en apportant donc ici dans Tailwind Config, ici, on a les gris, on a un 400. Je vais juste apporter en fait un élément 300 qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus clair. Donc plutôt que d'être sur du F2 ici, on va plutôt partir sur du FA. Attends. FA, FA, FA. Hop, j'en ai mis un trop. De manière à ce qu'on puisse utiliser plutôt 300 pour ce gris plutôt que les 400. Donc ici, je fais juste cette petite reprise ici, à ce niveau-là. Voilà, tu vois, j'ai quelque chose d'un petit peu plus clair, ça correspond plus à ce que je recherchais moi à la base. Donc ici, je vais simplement, tiens, on peut supprimer ça pour l'instant. Hop. Voilà, on repart ici. Alors, on l'a dit, maintenant qu'on a ce background, on va prendre justement notre container, et c'est dans cet élément container qu'on va justement mettre nos deux nœuds. Donc le premier qu'on aura sur la gauche, c'est-à-dire la grille des 4 éléments, et le nœud sur la droite, qui va comprendre lui plutôt le texte. D'accord? Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va définir en fait un élément de grille, on va lui assigner une colonne de 12 avec un léger gap, et on va dire en fait à chaque div, à chaque élément, combien de colonnes il est censé prendre. Donc ici par exemple, je vais te le matérialiser comme ça, on va se faire une colonne de chaque couleur. Par exemple, ici on va avoir un background par exemple primary, et puis sur celui-là on va mettre un secondary. Alors l'idée pour matérialiser ça quand même correctement, c'est qu'on ait au minimum une hauteur pour qu'on puisse voir quelque chose comme on n'a pas de contenu. Donc on va juste matérialiser ça comme ça. Du coup ça me crée donc un nœud gris, donc qui est pris en fait dans l'élément container, d'accord, c'est cet élément-là, pardon. C'est plutôt cet élément-là qui va comprendre le background gray. Et puis ensuite, on a un élément container, c'est la raison pour laquelle on est décalé du bord de l'écran. Et ensuite, on va retrouver deux nœuds, un violet, un vert. D'accord? L'un sur l'autre, puisque c'est des divs qui prennent par définition toute la taille disponible. Et nous, on va corriger ça pour justement avoir une grille d'éléments. Alors, si on se met au niveau du container qui est là, on va lui introduire une classe à ce niveau-là. On va lui dire déjà que l'élément est une grille. On va lui dire que l'élément prend une grille de plusieurs colonnes, on pourrait mettre 1, 2, 3, etc. Moi, dans ce genre de cas, j'aime bien prendre 12, comme ça j'ai un contrôle total de ce que je suis en train de faire. Ici, on va lui donner un gap, par exemple de 24, pour avoir un petit peu ce qu'on a dans la maquette. Et ici, on peut lui donner un padding général Y, en fait, de 24, pour qu'on soit écarté sur le haut et sur le bas. Donc le gap, je rappelle, nous permet de faire en fait un espace entre chaque élément de la grille. Donc ici, si je prenais 12 nœuds,
D'accord? Puisqu'ici, je suis sur une colonne de 12. Si je prenais ici 12 nœuds, j'aurais bien mes 12 nœuds. Cette fois-ci, du coup, ce qui se passe, c'est que comme j'ai une colonne de 12, bah, il détermine que ce nœud-là, par défaut, il prend une colonne, un élément sur les 12. Puis 1, puis 2, puis 3. Du coup, il en faudrait 12. Moi, ce que je vais dire, c'est plutôt à cette classe-là, je vais lui dire qu'ici, elle sera en classe, donc je vais lui mettre la classe ici, qu'en fait, elle va avoir une call span, donc en fait, c'est le nombre de colonnes qu'elle va prendre, et je vais lui définir que ça sera une call span de 7. De cette manière, je lui dis que ce nœud-là, dans cette grille de 12, doit prendre cette grille. Je vais juste sauvegarder et te montrer. Du coup, j'ai quelque chose qui prend la valeur de cette grille. Et je vais faire exactement la même chose pour l'autre, à la différence qu'ici, je vais lui dire qu'on est plutôt sur une call de 5. Donc je vais lui faire call span. Et 5. Alors pourquoi 5? Bah parce que 7 plus 5, ça fait 12. D'accord? Parce qu'il faut du coup compléter en fait ta grille de 12. Sinon tu te retrouves avec un espace sur le côté. D'accord? Si par exemple je fais ça, je fais 7 et 7, 14 par exemple. Si je fais ça, je vais avoir un problème. D'accord? Je ne peux pas rentrer une call span de 7 et une call span de 7 dans un call de 12. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est assez rapide à prendre en main. Je te laisse aussi consulter un petit peu la doc de Tailwind. Ici, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment pratique à utiliser. Le petit gap 24 ici nous permet d'espacer les deux éléments. Donc ça nous permet de dispatcher un petit peu le travail. Et donc on a un élément ici de padding sur le haut qui a été défini ici en 24 et qui nous permet d'écarter tout notre travail à ce niveau-là. Donc quand tu arrives à avoir quelque chose à peu près ressemblant en termes de dimension par rapport à la maquette, maintenant on va pouvoir travailler sur les éléments qui sont à gauche et ensuite les éléments à droite. Allez, c'est parti, je vais supprimer cette notion-là ici qui n'a plus d'intérêt, puisque c'était pour illustrer ce que je suis en train de construire. On va se mettre là, et puis du coup ce qu'on va faire c'est qu'ici on va lui donner une valeur variable, ici on va lui appeler par exemple featured list, qui n'existe pas encore dans notre projet. On va appeler featured list, et de cette manière, nous, on va pouvoir travailler un petit peu dans la fonction pour exécuter quelque chose, tu vois, notamment par exemple le bouclage, donc comme on l'a fait sur la partie footer, hein, n'hésite pas à re-regarder par exemple la formation sur l'élément footer ici si c'est pas déjà fait, si tu ne l'as pas fait, puisqu'ici on aborde justement et en profondeur tout ce genre de scénario là. Ici c'est que de la révision, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo si c'est pas fait. Donc ici on va construire featured list ici en bouclant sur des données. Donc avant de faire ce travail là, du coup ce que je propose c'est de déclarer par exemple ici une constante qui s'appellera donc featured list. Donc c'est une simple variable qui est constante. D'accord? On va mettre ça pour l'instant, puisqu'on n'a pas d'intérêt de faire quoi que ce soit ici pour l'instant. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est travailler sur les données qui vont être traitées. Donc on va lancer un tableau d'objets qui va s'appeler featured, enfin feature plutôt, parce qu'on l'a appelé featured tout à l'heure, feature data. Voilà, comme ça c'est les données qui vont être en feature. Et ça sera égal à un tableau. Dans ce tableau, on va retrouver un objet qui aura des informations. Alors, quelles vont être les informations? Ici, c'est très rapide, c'est une image. Et forcément, la balise alt de cette image, parce qu'on a vu qu'il faut indiquer une balise alt à notre composant d'image ici, c'est toujours une bonne pratique. Donc, on va avoir à la fois un chemin de l'image, à la fois la balise alt de l'image, puis on va avoir un titre et une description, d'accord, qui sera de type string, pour l'ensemble en fait finalement. L'image sera un path de type chaîne de caractères, alt pareil pour les titres, pareil pour la description. Donc ici, on va simplement invoquer des propriétés qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Image path par exemple qui sera égal à quelque chose. Ensuite, on va utiliser image alt, donc qui sera pareil une chaîne de caractères. Ensuite on aura un titre, pareil, chaîne de caractères, et puis une description, qui sera lui aussi une chaîne de caractères. D'accord? Et puis ça, 4 fois. Alors ici on voit qu'on a une composition d'objets, donc on va pouvoir le typer, on a vu ça aussi dans la formation depuis le début. Donc on va créer une interface, très simplement, qu'on va appeler feature list interface.
Alors là ici c'est bien de le faire dans la vue du composant, d'accord? On va pas l'externaliser puisque c'est quelque chose qui va être utilisé qu'ici. Si tu vois que tu as un besoin de l'utiliser ailleurs par exemple, tu peux soit décider de l'exporter, ici, si tu veux t'en servir dans un autre document à l'identique, soit la migrer directement dans un dossier qu'on a créé ici, par exemple dans les types, typer cette interface à ce niveau-là, voilà. Tu es libre de faire ce que tu veux. Ici, je te propose de faire comme ça. C'est plus simple, puis on a tout sous les yeux aussi pour travailler. Dans le cadre de la formation, c'est aussi intéressant. Donc, ImagePath, ça, c'est les propriétés qu'on a définies jusqu'à maintenant. Donc, ImagePath devra être de type string, et c'est exactement la même chose pour tout le monde. D'accord? Donc, en gros, je pourrais même récupérer ça pour aller plus vite. Et ici, définir à chaque fois qu'on est sur un type string. De cette manière, j'ai une interface, et donc j'ai la possibilité de dire que ce tableau de données ici, il est de type featuredList interface, mais je ne peux pas dire que c'est égal à un objet, étant donné que c'est un array qui comporte cet objet en particulier. Donc je vais simplement, comme on l'a déjà vu, lui renseigner cette information-là. C'est un tableau qui comprend des objets de ce type-là. De cette manière, si tu mets ici red, la propriété red, il va te dire mais tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit, ça n'a pas été prévu ici. Ok? Toujours dans cette logique. Donc là, c'est très facile à mettre en place. Donc ici, on va avoir les informations. Je vais juste copier ça 4 fois. 4. Donc à chaque fois, on va avoir une image, une illustration. Donc on va prendre les informations hop, au niveau de la maquette. Donc déjà, les titres. On va s'occuper de les titres. C'est assez facile à prendre en place. Non, à mettre en place. Donc ici, on va avoir ressources. Ici, on va avoir la description des ressources. Ici, on a entraînement. Donc on y va comme ça. Hop. Ici, visibilité. Donc toujours pareil, hein. L'idée c'est de travailler sur ça de manière à ce que le jour où tu veux changer de titre ou d'élément, bah, tu travailles non pas sur la vue, mais plutôt sur un tableau de données, quoi. D'accord? De cette manière, évidemment, si si tes données sont exportées de la base de données, tu peux aller les récupérer. Et comme c'est quelque chose qu'on va faire, travailler comme ça sur des bases de données, bah, du coup tu seras à l'aise et tu pourras pourquoi pas même te faire une petite interface d'administration dans le cadre de la formation pour travailler un petit peu, voir comment tu peux administrer ça et puis proposer un bouton pour supprimer des informations, voilà, travailler sur ça de manière à ce que depuis une interface d'admin de ton site, bah, tu puisses définir ça, une nouvelle image, un nouveau titre, etc. Tu as compris l'idée, hein. Donc on commence à faire ça comme ça, proprement. Donc après, ici, je vais mettre juste illustration, parce que je veux pas que ça prenne trop de temps. Mais l'idée, c'est de mettre justement une description de ton illustration à chaque fois. Je te conseille de le faire si tu mets un projet en production. C'est toujours plus intéressant au niveau du SEO. Et puis ensuite, on va avoir donc un chemin qui sera le même pour tout le monde. La seule chose qui va changer finalement, c'est le nom du fichier. Donc ici, on sera directement dans Assets. Ça, on l'a déjà vu, hein, les chemins. On va aller directement dans SVG parce que c'est là qu'on va mettre nos illustrations. Et ensuite, on aura une illustration. Je vais peut-être pas faire des points parce que c'est dommage, mais on va mettre ça, .svg. D'accord? Et donc, on va exporter maintenant chacun de nos éléments. Donc ici, dans la maquette, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre l'élément, donc ici, tu vois, global, c'est-à-dire le background rounded ici, plus l'icône. Moi je vais juste prendre, tu vois, ici l'icône, d'accord? Je vais juste prendre ce fichier là et ça je vais le créer moi-même. Je vais te montrer comment est-ce qu'on peut le créer parce qu'il y a une petite subtilité ici. En fait, le background ici a la couleur de ton icône. D'accord? Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va désaturer cette image-là. Donc on va se servir de ça pour faire ça, de manière où le jour où tu changes d'icône, en fait, le fond prenne la même dimension. Tu ne sois pas obligé de changer sa couleur, par exemple, ou de transmettre des informations de propriété de couleur. Bon, si tu m'as pas compris, c'est pas grave, tu vas comprendre tout de suite par la suite. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on va se focaliser sur le fait de prendre uniquement cet élément-là et pas cet élément-là. D'accord? Donc c'est parti. On prend notre image, on l'exporte. Donc, dans les SVG, tout va bien. Ici, on va l'appeler disquette. Disquette.svg. Hop, on reclique pour avoir la bonne image. Donc là, je suis en SVG. Hein. Attention, quand tu exportes, de bien te mettre correctement. Ici, on va l'appeler joystick, par exemple. On peut garder les noms qui sont définis dans la maquette. Hein, c'est pas... Hop. Ici, on a cet élément-là. Donc ici, on va l'appeler load speaker. Et puis ici, on va avoir plutôt une boussole,
Alors attends, j'ai pas pris la bonne. Voilà. Donc moi j'aime bien avoir le preview parce que des fois ça te permet de te rendre compte qu'en fait t'as tout sélectionné, tu vois. D'ailleurs, ouais, quand tu sélectionnes tout, d'ailleurs, voilà, il te met si tu veux l'illustration et tu vois mieux ce que tu es en train de faire, quoi. Voilà, par exemple. Donc ici, on va mettre Compass. Ouais, Compass, ça me paraît cool. Je vais juste enlever le A, par contre. Voilà. Nous, on a nos images. Donc il nous suffit simplement de retourner au niveau de notre code. Donc si on se rappelle plus des noms, on peut les copier-coller ici, ça peut aider. Donc la première qui était en fait la disquette, on va la prendre ici. Donc ça va être notre élément qui va être ici. Ensuite, on avait joystick en élément 2 hein, pour avoir l'ordre qui suit. Tac, tac, tac. Ouais, c'était celui-là. J'avais un petit doute, mais load speaker. Et puis ensuite, en dernier, on avait le compas. Ok. Donc là, on a la boussole qu'on va venir mettre ici, à ce niveau-là. Bon, là, on n'a rien travaillé. On n'a rien fait au niveau de la vue. On a juste rempli un tableau de données. D'accord ? Alors, on a vu comment est-ce qu'on était capable de travailler sur des boucles. Donc ici, au niveau de notre composant feature list, ici, on va aller lister. Donc, on va aller boucler sur l'élément feature data. Donc, on va invoquer ici feature data, il y avait un S. Feature data, et on va faire un map à l'intérieur. À l'intérieur de ça, on va récupérer donc un élément feature. L'élément feature, en fait, ça va être l'élément qui va être mappé, donc ça va être le premier élément, donc le premier objet qui va être ici. Puis en deuxième, il va prendre le deuxième, etc. Donc à ce niveau, je vais continuer. Ici, on va ouvrir les parenthèses. Et là, on va pouvoir travailler. Donc sur notre premier élément, je dirais sur le premier nœud, il va falloir qu'on ait la possibilité de travailler sur une clé. Donc ça, je te l'ai déjà expliqué dans le projet. Nous, on va utiliser UUIDV4. Donc on va aller le récupérer. Donc on avait travaillé dans footer. Tiens, on peut aller faire comme ça pour récupérer l'information plus vite. Au niveau de footer, on voit qu'on a une utilisation. Donc on voit comment on l'a utilisé ici. On va l'importer. Ici. On voit qu'il est utilisé voilà, comme ça, donc comme une fonction en fait simplement. D'accord, on va récupérer d'ailleurs ça pour gagner du peu de temps. Donc notre élément div ici, il va avoir cette clé ici. Si tu te rappelles plus de comment ça fonctionne, je l'explique parfaitement dans la vidéo sur le footer. Ici on passe à la suite. Donc ici class name, et puis à l'intérieur on va pouvoir mettre du coup plein d'informations au niveau de notre nœud. Donc déjà, ce qu'on va remarquer assez rapidement, c'est qu'en fait, donc on va travailler que sur cet élément-là, t'as compris, hein. Après chaque élément sera bouclé. Donc ici, cet élément-là, il a un background blanc comme ça, avec un petit peu de rounded, ici. Je vois pas trop à l'écran, on le voit peut-être mieux ici. Il a un petit rounded. Ensuite, il va avoir donc un petit padding sur les côtés, d'accord, les informations ne sont pas collées. On va avoir l'image qui va être illustrée au centre, et puis ensuite le titre, la description. Donc nous, on va essayer de reproduire ça. Donc déjà, pour avoir des éléments qui sont sur une colonne, on va invoquer flex, et on va indiquer flex call, pour qu'en fait chaque élément soit listé de haut en bas, et ne soit pas côte à côte. D'accord, ça c'est vraiment la base. Hop, j'ai juste fait une bêtise. Donc ici on se met en flex colonne, on va se mettre en item center, ça va nous permettre de centrer nos éléments les uns avec les autres, et on va les justifier également au centre, parce que ici tout est centré dans notre projet. Simplement, ce qu'on veut, c'est pas avoir une ligne d'information, c'est on veut des informations sur une colonne. Donc chaque élément ici doit faire partie d'une colonne. Donc on se met donc pour ça qu'on se met en flex call. Ici on fait un justify center. Bien sûr on a un background white, ça on l'a vu. On a un rounded, donc ici on invoque juste rounded parce que la classe, je sais pas ce que je fais à chaque fois là, c'est dommage. Perd du temps à faire hop, des bêtises. Ici on a le rounded donc qui est par défaut, hein, qui a été défini par défaut. Et on va simplement donner un petit padding à tout ça pour avoir un élément, des éléments qui ne soient pas collés les uns avec les autres. Alors on l'a vu ici, on va avoir un premier nœud dans lequel on va avoir en fait notre image. Ensuite on va avoir d'autres nœuds, mais je ne vais pas les faire en nœuds, puisque tu as compris ici, on va utiliser plutôt un nœud de typographie. Donc on va tout de suite aller chercher la typographie, puis on travaillera sur le texte, sur l'image juste après. Donc ici, typographie. Notre composant typographie ici, ça va être une variante. Hop. Alors là, par contre, je me souviens plus. Donc là, c'est plutôt notre titre. Voilà, c'est un lead. Donc ici, hop, on va mettre un lead.
Le type de composant, ça sera, je pense qu'on va mettre ça en div. Pas important. On pourrait. Parce que là, on est sur un H1. Là, on va mettre un H2. À la limite, ce que je te propose, c'est de le mettre en H3. Voilà. Comme ça, cette information, on la met en H3. Donc tu vois, comme je t'ai dit, comme on a le contrôle sur le composant, qu'on pourrait mettre que c'est un H1, etc., c'est intéressant, parce que du coup, tu peux lui mettre un petit style. T'es pas obligé de lui mettre un style de H3, qui à la base, je te le rappelle, dans le design system, un H3, c'est ça. C'est ça la taille d'un H3. Donc nous, on n'a pas envie de mettre un texte aussi gros. Nous, ce qu'on veut, c'est juste que le nœud soit un H3. Par contre, on veut quelque chose qui ressemble plus à lead. Donc tu vois, c'est à ce niveau-là où ça devient intéressant de travailler sur ça. Sur le nœud, c'est que du coup, tu fais une mise en page qui est correcte pour un navigateur, c'est-à-dire H1, H2, H3. Il comprend bien les informations. Par contre, donc ici, tu peux mettre des mots-clés, par exemple pertinent. Ici, ça l'est pas vraiment, mais tu pourrais mettre des mots-clés pertinents, mais garder un style de H3. C'est plutôt cool. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire ça comme ça. Donc ici, on va se mettre en H3. On a dit que c'était un lead medium. Hein, donc ici, on va mettre un weight medium. D'accord. Bah, c'est tout. On a besoin de rien d'autre, je pense. On va regarder ici notre typographie. D'accord. Donc à ce niveau-là, le contenu du titre, bah, du coup, il provient de feature. On a dit que feature, c'était un objet. Donc ici dans Feature, on récupère notre objet. Tu peux, hein, à ce stade, loguer par exemple Feature Data pour voir ce que tu récupères dans ton navigateur. Ici, c'est le nœud. Donc ici, on va récupérer Feature et on va chercher la propriété title de l'objet. Donc ici, on va juste mettre feature.title de manière à ce que du coup, il nous boucle l'ensemble des titres. Ok, on peut sauvegarder et regarder déjà ce qui se passe à ce niveau-là, même si le résultat n'est pas forcément le bon pour l'instant. Donc ici, ce qui se passe, on le voit mal, mais en fait, tu as un petit rounded. En fait, tous nos éléments sont mis bout à bout. Donc ce qu'on peut déjà faire, c'est pour éviter d'avoir ça, en fait, c'est à ce niveau-là, tu vois, ici, on a notre call, notre call span, pardon. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en grid. Donc on va faire, hop, hop. On va mettre une grille, comme ça les éléments ils seront dans une grille. Donc ici, on peut faire une grille qui va avoir 2 colonnes. D'accord ? Puisqu'on en a 4 en fait, on en a un de chaque côté, donc tu vois, c'est une grille qui va prendre 2 colonnes, une colonne là, et qui va être répétée autant de fois qu'il faudra. Donc ici, c'est une grille col 2, on peut lui donner un petit gap pour que les informations soient espacées les unes entre elles, puisqu'on voit bien dans notre maquette qu'ici, il y a un espace à chaque fois, de manière à avoir ça. Voilà, du coup on retrouve finalement ce système-là, on n'a pas encore notre image, mais on se rapproche très vite de l'objectif, d'accord? Donc cette fois-ci on va travailler rapidement. Alors, on travaille sur notre description, donc ici on va travailler sur body base, pour avoir une variante de type plutôt paragraphe. À ce niveau-là on est plutôt dans un composant de type paragraphe, donc on va se mettre comme ça me paraît bien. Et puis, par contre, là, la petite différence, c'est qu'on ne sera pas en weight, mais par contre, on va avoir un thème qui sera plutôt grey. D'accord. Et donc ici, plutôt que de faire référence au titre, on fait référence à la description. D'accord. Donc on voit que ça va vite à mettre en place. Le petit problème qu'on va rencontrer, c'est qu'évidemment, nos éléments ne sont pas nécessairement centrés et on n'a pas nécessairement les bonnes marges. Alors sur la maquette, il y a une marge au-dessus du titre. Pas au-dessus, pas en dessous par exemple, en dessous pardon, du titre. On va plutôt mettre une marge au niveau du titre ici. Donc ici on n'a pas encore de class name, donc on va se mettre là. Donc ici on va simplement lui demander en fait un text center, parce qu'on a vu que les textes n'étaient pas centrés. Et on va retrouver un margin bottom, donc ici pour coller à la maquette on va plutôt aller chercher un 2.5. Voilà, qui est équivalent à 10 pixels, voilà, globalement. Ici, pareil, on va retrouver une classe text center de manière à ce que si les titres soient trop grands, ils puissent être recentrés en fait dans notre projet. Alors j'ai mis un text center sur le titre, ce qui n'est pas obligatoire parce qu'il était centré par définition, mais si tu avais un titre par exemple qui prenait 2 lignes, tu te serais retrouvé avec le même problème ici, hein. C'est-à-dire que tu aurais eu du coup un titre qui est basé sur le côté et pas un titre centré. Alors notre image, ce qu'on va faire, c'est que du coup on va pouvoir déjà commencer par au moins l'introduire. Donc on va mettre notre composant image 1 qui provient de NextImage ici. Donc on va plutôt se mettre en fil ici parce qu'on va le voir assez vite. On va être dans un élément qui va être en rounded, etc. On a vu qu'on aurait un background. Donc je vais même pas forcément travailler là-dessus en fait, c'est une mauvaise idée. Je vais plutôt travailler sur le nœud comme ça pour te montrer. On va mettre en forme finalement l'image et ensuite on mettra l'image à l'intérieur.
Donc ici sur notre nœud, on va déjà avoir une dimension en fait hein, qui est définie par rapport à notre maquette. Donc ici on va mettre 130 pixels. On verra qu'on peut faire du responsive. On verra ça plus tard dans la formation. J'ai fait une formation là-dessus. Donc pareil, si tu as besoin d'avoir des notions de responsive, voilà. Parce que ici ce qu'on fait n'est pas responsive, donc on pourra le travailler en faisant ce genre de choses. On pourra le travailler très facilement. Donc ici on va partir sur un carré de 130 pixels et par 130 pixels tout simplement. Et puis ensuite, on va se mettre du coup en rounded, mais full cette fois-ci, puisque du coup, ça va être un cercle parfait. À partir de là, on peut lui demander une petite marge pour essayer de se décoller du titre, avec un padding à l'intérieur de 10 par exemple, typiquement. Ici, pour l'illustrer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un background gray 400, tu vois, histoire qu'on puisse voir ce qu'on vient de faire, à ce niveau-là. Donc voilà, en gros, on a fait un cercle, qu'on a mis une petite marge, etc. Et nous, du coup, l'idée, ça va être de mettre notre image à l'intérieur, puisque c'est ce qu'on lui demande finalement dans la maquette. La seule différence, c'est comme je te le disais, c'est au niveau du fond, on a un background qui est plus en harmonie avec l'icône, et c'est pas le même de partout, alors qu'ici, on a mis un gray. D'accord? Mais ça, on va le changer. L'idée, c'était d'illustrer ça. Alors, à partir du moment où on sait qu'on a ce nœud-là, ce qu'on sait, c'est qu'on va donc, comme je te le disais, pouvoir injecter notre image. Donc l'image qui va venir de Next Image, d'accord, qui est déjà importée ici dans le document. À partir d'ici, on va lui donner donc le composant a besoin d'une source. La source, ça va être feature, tout simplement. Feature, point, et là ici, ça va être image, path, c'est la propriété hein, qui a été définie à ce niveau-là. Donc on va lui donner cette information. On fait la même chose avec alt. Tac tac, feature point alt. On l'a appelé alt? Non, image alt. Ah bah, de toute façon, on me le mettait là. Ok. Donc à ce niveau-là, si tu veux, on a une image qui va s'afficher. On va pas nécessairement lui donner de valeur width et height, puisque du coup, on va lui donner cette propriété file. On l'a déjà vu, cette propriété file. Elle nous permet en fait de prendre cette image-là, de se mettre en position absolue. Donc pour qu'elle soit collé à notre élément de cercle qu'on a créé ici, on va le mettre en relative ici. Ça va nous permettre de remplir l'espace qui a été défini ici. Du coup, elle va juste remplir la couleur gris finalement si tu préfères à ce niveau-là. D'accord? Donc pour éviter ça, regarde, je vais faire comme ça, hop. Donc voilà, on le voit ici en bas, on a un gris, d'accord? On voit légèrement, en fait, là on le voit mieux, je suis en train de te montrer là, mais on le voit beaucoup mieux ici. En vérité, on voit le cercle qui est là, et on voit surtout l'image qui dépasse de ce cercle. Mais c'est parce qu'on n'a pas donné de propriété ici à cette image, donc elle va prendre, si tu veux, toute la place qui est disponible par défaut. On l'a déjà vu, hein, ça. Ici, je vais donc me mettre en object. Donc on a vu qu'on pouvait se mettre en object center, on pouvait se mettre en object content pour contenir les éléments, etc. Nous, on va se mettre en scale, hop, si j'oublie une lettre. Ah non, c'est ça, ouais, scale down. Condition de l'écrire correctement. On va se mettre en object scale down, d'accord? Donc object fit, en fait, donc object scale down de Tailwind, ça correspond à une classe CSS object fit scale down. N'hésite pas à regarder à quoi ça correspond. L'idée, c'est de prendre uniquement en fait la taille qui est disponible, mais par rapport à notre image, d'accord? Donc je vais juste sauvegarder ça. Tac tac. On va se mettre là. Voilà le résultat. En gros, si tu veux, l'idée, c'est qu'elle se mette à l'intérieur, mais elle va pas dépasser, si tu veux, de ton contenu. Elle va pas prendre toute la place disponible, elle va prendre seulement ce qu'elle est capable de prendre. Et nous, ça permet comme ça d'avoir rapidement, en fait, finalement, ce qu'on lui demande dans la maquette. D'accord? Donc à ce niveau-là, on a simplement le background à changer. Et donc je t'ai expliqué que le background, on pouvait travailler sur un petit type sympa. Donc je te montre ça tout de suite, ça va être rapide. Je vais supprimer le background qu'il y a ici à ce niveau-là, de manière à ce qu'il disparaisse. Je vais prendre cette image-là, donc la même, hein, avec les mêmes propriétés, etc. Je vais juste la dupliquer en haut. Donc finalement, tu as 2 fois la même chose ici, le résultat ne change pas du coup. Par contre, je vais lui rajouter une classe, blur, qui va me permettre de faire en fait un espèce de flou sur notre image. Donc je vais faire un flou de 2 pixels par exemple, ici. Je la mets à ce niveau-là. Je mets un blur, et ici tu vois qu'on a un élément blur en fait, qu'on aperçoit assez mal, mais ici on l'aperçoit mieux. Tu vois ici, c'est l'image qui est juste derrière, qui a été floutée, si tu préfères. Du coup, ça te fait un blur, ça te fait un effet blur sur le derrière, et du coup, ça colore, en fait, si tu veux, l'espace qu'il va y avoir juste avant.
D'accord? Alors ici, on n'a pas une délimitation très précise comme on l'avait tout à l'heure avec le background gray, mais c'est parce que le blur par définition, si tu veux, il sort en fait de mon élément cercle que j'avais défini jusqu'à maintenant. Donc pour éviter que on voit l'élément du flou qui sorte de notre cercle, on va reproduire exactement ce qu'on a fait ici, dans ce composant-là, c'est-à-dire qu'on va faire un overflow hidden, simplement. Donc on va prendre le contenu pour nous c'est le cercle, ici, et on va lui définir un overflow ici, hidden, qui va nous dire tout ce qui sort de ce cercle ne doit pas apparaître. De manière à, tu vois, du coup tu vas récupérer non pas le blur dans sa globalité, mais tu vas t'arrêter au niveau du cercle. Et en plus de ça, ça a le bénéfice en fait de travailler sur l'icône ici. Donc si tu changes d'icône, en fait, si tu changes d'image, et donc là, au niveau de ton tableau, si tu changes d'image ici, tu vas avoir un fond d'écran qui sera en harmonie avec ton icône sans que tu aies nécessairement fait du paramétrage. Donc tu vois, ça te fait gagner en temps supplémentaire ici. Ok? On rentre dans le code, on va juste fermer ça, histoire d'y voir un peu plus clair, parce que là maintenant on va se concentrer sur la partie droite. Ici on est bien, on va se mettre ici. D'accord? Donc cet élément-là, il va avoir, je l'ai déjà dit, ça c'est l'élément de droite, qu'on avait matérialisé en secondary en vert au début de la vidéo. Cet élément-là, en fait, il va avoir deux nœuds. Il va avoir un nœud qui va comprendre tout ce bloc, et un nœud qui va comprendre ce bloc-là, de manière à ce qu'on puisse se mettre en justify between, c'est-à-dire prendre le premier élément en start et le dernier élément en end. Voilà, ça va répartir les informations. Donc je préfère mettre ça dans un bloc, celui-là dans un autre, pour déjà matérialiser cette taille-là, parce que cette dimension-là sera matérialisée en fait par la dimension de cet élément-là. Si je rajoute des éléments ici, qu'on rallonge ça, cet élément va suivre et sera toujours aligné en bas par rapport à son référent qui sera ici. D'accord? C'est l'objectif en fait de ça. Donc ici, on va déjà appliquer ça, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans deux nœuds. D'accord? Une fois qu'on a nos deux nœuds, le premier nœud va comporter du coup un titre, donc on va se mettre à ce niveau-là, ici on n'a pas nécessairement de choses à rentrer. On va lui mettre donc un composant de typographie, donc on a dit tout à l'heure ça sera un variante, en tout cas par rapport à la maquette c'est un variante H2, mais on l'a dit pour nous ça sera aussi un composant H2. Donc on veut que ce titre soit un H2 dans notre document, on le renseigne rapidement comme ça. On lui met une petite class name, histoire d'avoir un margin bottom qui correspond à 5, pour nous espacer un petit peu de la maquette. Au niveau du titre, c'est l'endroit le plus cool pour devenir développeur. J'espère que tu es d'accord avec moi. Ça me ferait plaisir que tu me dises en commentaire si c'est le cas. Et puis ensuite, on a donc un deuxième composant de typographie. Donc lui, ça sera plutôt du texte. Donc on va partir sur du body LG. Tac, tac, tac. Le composant, ça sera un paragraphe. On va juste rajouter peut-être un thème, parce qu'ici, on est sur quelque chose qui doit être en gris. Donc on va invoquer un thème gray. Concernant le margin bottom, on va mettre un tout petit peu plus parce qu'il y a un peu plus de décalage du texte par rapport au bouton. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre notre bouton, notre élément button. Donc ici notre bouton, on va reprendre un petit peu la maquette. Voilà, c'est un secondary avec la valeur commencée. D'accord, en texte, et une icône sur la droite. Donc comme on a travaillé sur tout ça, on va le faire, mais alors ultra rapidement, pas besoin de prendre du temps pour le faire. Donc on va définir le texte du bouton dans son child run. Ici on invoque une variante qui sera de type secondary, parce que c'est ce qu'on lui demande dans la maquette. Ensuite on va avoir forcément un base URL qui va correspondre, tu vois, par exemple, à une connexion, une inscription, des choses comme ça, pour aller sur la page par exemple, inscription. Bon là je le mets, mais ça sert à rien de le mettre clairement ici. D'ailleurs on peut lui supprimer. Ça sert à rien de le mettre parce qu'ici on n'a pas encore travaillé sur la connexion, l'inscription de l'application, on n'a pas les pages, donc on reviendra par la suite pour le faire. Mais ici l'idée c'est simplement d'avoir la possibilité de rentrer un base URL. Si tu veux pas t'embêter, tu peux faire ça. Comme ça on a un lien cliquable. Et puis du coup, surtout, on va avoir une icône. Donc on va mettre une icône. Ici, l'icône, ça se matérialise, on l'a vu, dans un objet. D'ailleurs, il nous l'explique. Donc ici, on va mettre un objet à l'intérieur qui va avoir une propriété icône dans laquelle on va retrouver notre icône. Et pour avoir une icône, on va invoquer remix icône, donc avec le raccourci RI, on va pouvoir aller facilement chercher une RI arrow. Donc là, c'est plutôt right, si je dis pas de bêtises. Et puis, on va plutôt aller chercher un truc en line. Est-ce que j'ai ça? RI arrow line, right line. Celui-là. On va le prendre, d'ailleurs il l'a importé, on le voit ici,
ça provient de React Icon. Donc tu vois que c'est très facile à mettre en place, très rapide, à condition de se souvenir un petit peu de comment on l'utilise, mais c'est facile de rentrer dans le bouton pour relire la documentation, etc. Voir comment il a été utilisé dans un bouton dans le projet, donc voilà, c'est très rapide. Et du coup ici, on va avoir une icon position, d'accord? On peut le forcer à droite. Donc ici, on va simplement mettre right, de manière à ce que l'icône soit bien positionnée sur notre droite. Voilà. Donc on retrouve rapidement ces éléments-là, correspondent bien à la maquette, en tout cas à ce qu'on veut. Ici, je vais simplement changer le titre par la description. Donc je vais mettre là. Tac. Tac. Can be escape. Oui. Alors là, on peut faire quelque chose pour ça. D'accord, donc là en fait il te dit que tu ne dois pas échapper, donc il te propose des corrections, en fait c'est lié à la petite apostrophe. Bon, moi c'est quelque chose que je supprime en général directement dans la configuration de ESLint. En fait là ici c'est ESLint hein, qui t'avertit de ça, c'est pas TypeScript. Ici tu as la possibilité de faire une correction rapide, donc soit tu vas voir la documentation par rapport à ça pour en savoir plus, soit tu peux le désactiver juste sur cette ligne, soit tu le désactives pour l'ensemble du fichier. Alors si tu fais ça, ça va mettre un commentaire ici, ça va désactiver ton erreur et effectivement tu pourras contourner. Par contre ça tu vas devoir le faire à chaque fois. Du coup moi ce que je te propose c'est qu'on garde l'erreur à ce niveau-là et qu'on aille plutôt dans notre fichier ESLint. Donc ESLint c'est quelque chose qui a été installé en fait avec Tailwind directement. On l'a pas forcément configuré. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter une règle et tu pourrais en avoir beaucoup plus. Donc ici, on va ajouter des rules, des règles. À l'intérieur, on va mettre, je crois que c'était React No Escape, mais je crois qu'il l'avait mis. Attends, je vais juste refaire ça. Attends, il me l'a mis où? Non, pas marché. Ouais, il est là. No Escape Entity. Juste copier ce mot-là. Je suis sûr de jamais le reproduire sans faute, celui-là. Voilà. Et donc celui-là, typiquement, on va juste le mettre sur off. D'accord? On va dire à ESLint, m'embête pas avec ça, quand c'est le cas. Donc je vais sauvegarder, tu vois que l'erreur a disparu ici. Du coup, ESLint ne va pas à chaque fois te déclencher une erreur quand tu mets une apostrophe dans une chaîne de caractères comme ça. D'accord? Voilà, c'est tout. On va juste contourner ça comme ça. Donc du coup, nous, on a changé notre description. Donc on se retrouve bien avec le titre, la description, le bouton commencer. Et on va simplement, justement, travailler sur cette petite partie-là ici. Alors, nous, on a justement mis un petit nœud à cet endroit-là. Donc on va l'utiliser. Donc on a vu qu'on avait, alors pas le bouton, ici on a vu qu'on avait un titre, enfin un texte, pardon. Je reprends, voilà, nos réseaux sociaux, typiquement. On va d'ailleurs le copier, on va en profiter. Ici, donc là, c'est quelque chose qui va être assez petit. Tu vois, ici, on voit qu'on est en Caption 3 Regular, Grey 700. Donc ici, on va partir sur Caption 3. Donc c'est là où tu vois, en fait, tout l'intérêt d'avoir pris le temps de travailler sur notre... si, attends, on va se mettre en div, hein. Pas besoin de... Voilà, sur notre design system, hein. C'est là où tu vois ce qu'on gagne, en fait. Hein. Ici, on gagne en production, clairement, ça va tellement vite, mais surtout on gagne en cohérence. Notre design n'est pas différent en fait, on a juste à reprendre un petit peu ce qu'on a sur la maquette et à faire des choses qui soient bien espacées telles qu'on nous le demande, mais ça va très vite, on travaille pas sur le fond, on travaille plus sur la forme en fait. Donc nos réseaux sociaux, ici on a notre titre qui a été injecté, et plutôt qu'ici de reproduire les choses, on va justement aller chercher notre composant Social Network Button, qui est là pour ça, d'accord? Si je l'importe tel qu'il est, tu vois, c'est possible de le faire fonctionner. Il est là, comme ça, et donc cet élément, tu vois, il a déjà une valeur de primary, puisqu'on l'avait mis en primary, tu vois, ici on avait dû passer une props. Ici on a quelque chose qui fonctionne. Si je me rends sur YouTube, voilà, c'est déjà connecté, donc tout est fonctionnel à ce niveau-là, on a juste à l'intégrer. D'accord? Hop, on revient ici, non, on va revenir là. Voilà, donc ce qu'on voit ici, c'est que du coup, l'effet escompté n'est pas encore défini, c'est-à-dire qu'ici on a le premier nœud, ici on a le deuxième nœud, mais on voulait que ce nœud-là soit aligné sur le bas, c'est ce qu'on va faire. Donc hop, ici je vais fermer, comme ça on voit sur quoi on travaille précisément. Donc on a ce premier nœud, ce deuxième nœud, donc c'est ici qu'on va travailler tout simplement, d'accord? Donc ici on va lui définir qu'il doit être en flex
call. Hop, je vais mettre là. On va se mettre en justify between. Donc de cette manière, en fait, il va prendre les éléments. Donc il va prendre le premier nœud, le deuxième nœud, donc sur une colonne, l'un sur l'autre. Et par contre, il va les justifier en between. Justify between, ça signifie, je veux un élément en tout début et un élément jusqu'à la fin. Peu importe, il va le mettre en forme comme ça. Et puis évidemment, ces éléments-là, ici, s'ils sont comment dire, collés, on peut leur donner un gap pour éviter qu'ils soient collés. Je vais te montrer tout de suite à quoi ça correspond. Mais en gros, nous, c'est ça qu'on a fait. Nous, on a pris cet élément-là, on le veut tout en haut, et celui-là, on le veut tout en bas. Alors moi, j'ai rajouté des gaps, etc., mais c'est parce que j'ai un petit peu plus l'habitude. C'est vrai que toi, quand tu travailles, tu peux oublier ce genre de détails. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je vais prendre par exemple ici. Ici, je vais me rajouter, allez, une ligne, en gros, avec deux nouveaux éléments. On a le droit de faire ça, c'est hyper simple, puisque tout est codé comme ça. On se rend compte qu'on a un élément ici, tu vois, ok, qui joue bien le rôle. Nous, on veut que cet élément soit sur le bas, donc il se passe par rapport à cet élément-là. Mais qu'arrive-t-il si c'est l'inverse qui se passe? Donc si par exemple, j'annule mon opération ici, mais plutôt que de faire ça, je vais plutôt supprimer carrément deux éléments, d'accord? Donc cette fois-ci, la base de données a changé, le propriétaire du site a administré le projet que tu lui as fabriqué, et la personne, par exemple, typiquement, elle met que deux éléments au lieu de quatre. Ça risque de poser des problèmes au niveau du design. Nous, ce qu'on fait, c'est que ça n'en pose pas. Tu vois qu'on a quelque chose de très cohérent qui se marie en fait par rapport à ça. D'accord? Donc toi, ton objectif, c'est de travailler sur plusieurs situations, voilà, pour que ton code en fait, il puisse se marier dans plusieurs cas de figure. Et donc tu vois typiquement ce qu'on a fait juste à la fin. Si je prends là, je l'enlève par exemple ce gap, je vais l'enlever. Voilà ce qu'on a. Du coup, comme on avait un élément qui était là dispatché sur le bas et qu'on avait 4 éléments ici, on n'avait pas nécessairement remarqué qu'il fallait avoir un padding. D'accord? Mais c'est le genre de choses qu'il faut mettre en place, puisque du coup, si tu es dans ce cas de figure, dans un contexte très précis où tu n'as que deux produits, et ben là, tu as un problème ici au niveau du design. Donc, tu vois, c'est juste pour éviter ce type de choses. Mais on voit bien que peu importe qu'il y ait des informations ici ou non, l'un ou l'autre prend le dessus. D'accord? De cette manière, en fait, lui, ici, il prend la hauteur de notre élément qui est défini ici, parce que c'est lui le plus grand. Mais si c'est l'inverse, dans notre projet, si c'est l'inverse, et ben du coup, cet élément-là va se baser plutôt maintenant par rapport à celui-là. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao!